Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Ou plutôt non, bienvenue dans ce premier TPV Flash Recap, en espérant qu'il y en ait d'autres. C'est l'hiver, les parcs de loisirs sont encore endormis, leurs services communication aussi, et du coup il n'y a pas beaucoup d'actualité. À part peut-être le parc Spirou qui lui a fait des annonces pendant tout le mois de février, mais ça on en parlera plus tard. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de grosses vidéos sur cette chaîne ces derniers temps. Par contre, il y a eu des vidéos plus courtes, TPV Flash, justement, sur Facebook. Elle dure entre 1 minute 30 et 2 minutes et elle traite d'un point précis et rapide. Voici donc un montage des vidéos publiées sur Facebook ces 4 dernières semaines, si vous voulez voir les vidéos suivantes au moment de leur sortie, mais aussi d'autres publications plus classiques. N'hésitez pas à aimer la chaîne. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo et dans la barre de description. Allez, c'est parti! Bonjour à tous. Alors comme ça, maintenant Disneyland Paris se sert de sa section recrutement pour faire des annonces. Le week-end dernier, pendant 2 jours, il y a eu les journées métiers. Comme leur nom l'indique, il s'agit de journées où l'on peut découvrir l'étendue des métiers présents à Disneyland Paris. En plus de stands, il y a eu des conférences, et au cours de l'une d'elles, celle dédiée à la section spectacle, nous avons appris que 2 nouvelles parades allaient bientôt arriver. Une première qui va arriver assez rapidement, puisque ça sera pour Noël cette année, et l'autre, on a un petit peu plus de temps, qui va arriver pour les 30 ans du parc. Pour la parade de Noël, il serait question qu'elle puisse défiler la nuit, et que les costumes des performeurs soient eux aussi éclairés. Alors que les choses soient bien claires, ce n'est pas une parade nocturne, c'est la parade de journée, qui peut défiler la nuit. La question qui se pose est de savoir si du coup la parade va défiler plus souvent, et donc il y aura un horaire le soir, ou si les horaires vont être décalés, c'est-à-dire que la parade défilera plus tard dans l'après-midi, et donc dans la soirée. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il serait prévu une réhabilitation du château, et que du coup il ne pourrait plus y avoir, normalement, de spectacle nocturne. La présence d'une parade qui défilerait le soir permettrait de compenser. Sinon, pour l'autre parade, celle qui défile tous les après-midi, ce n'est pas non plus de grosses nouveautés. En effet, tous les 5 ans, on a droit à une nouvelle parade, alors qu'en fait, on change juste quelques chars, on change l'ordre des chars même parfois, mais l'essentiel reste. Là, on peut penser qu'ils vont se servir des châssis des anciennes parades, qui vont enlever des références peut-être un peu anciennes, qui vont y mettre à la place des licences plus nouvelles, comme Vaiana, comme Coco, mais globalement, il ne faut pas s'attendre à une toute nouvelle parade du début à la fin. Par contre, si on veut avoir une petite idée des licences qu'on aura, il faudrait peut-être regarder à Disneyland en Californie, parce que eux, la nouvelle parade avec les nouveaux chars et les nouvelles licences, ils vont l'avoir dans pas très longtemps. Bref, tout ça pour dire que si ces annonces sont intéressantes, elles ne sont pas révolutionnaires, mais qu'elles servent quand même à une chose, donner envie aux gens de venir travailler à Disneyland Paris, parce qu'après tout, c'est le but des journées métiers. Bonjour à tous. Le Puy du Fou vient de signer un accord pour qu'il s'occupe d'un des spectacles du parc Efteling aux Pays-Bas. Un accord de 6 ans qui est en fait le renouvellement, en plus poussé niveau partenariat, d'un contrat précédent. Alors qu'auparavant, le parc vendéen ne mettait à disposition que ses équipes spectacles, ses comédiens pour faire court, il est maintenant question visiblement de tout un spectacle conçu par le Puy du Fou. Sauf que l'article officiel publié un peu partout et notamment sur les réseaux sociaux est titré « Le Puy du Fou se développe aux Pays-Bas ». Il n'en a pas fallu moins pour donner l'impression qu'après la France, l'Espagne et bientôt la Chine, les Pays-Bas seraient la prochaine destination pour une duplication. Alors que, encore une fois, ce n'est pas le cas ici. C'est juste, aussi bon soit-il, ce dont je ne doute pas, une nouvelle version d'un spectacle déjà existant. Et ce n'est pas le corps de l'article qui va remettre de l'ordre. Enfin si, du côté d'Efteling, on parle bien de collaboration, du choix de prendre ce qui se fait de mieux en matière de spectacle vivant, mais du côté du Puy du Fou, on parle bien de développement à l'international, de signature Puy du Fou et même de marque. Attention messieurs les dirigeants, même si votre manière de faire et de voir les choses demande beaucoup d'ambition, même si vos affaires sont florissantes et même si, après tout, vous répondez aux sollicitations qu'on vous fait, rappelez-vous que à la base, ce qui a fait votre force, c'est d'avoir créé un spectacle nocturne uniquement tenu par des bénévoles qui racontaient l'histoire locale. Ne l'oubliez jamais.
Bonjour à tous, je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui, la chasse aux détails cachés et la course au reportage photo le plus net et le plus complet est lancée. En effet, le permis de construire de la zone de la Reine des Neiges, qui va être construite dans le cadre de l'extension des Walt Disney Studios, est maintenant disponible. Il est même arrivé avant celui de la zone neutre, appelons-la comme ça, contenant le lac et l'allée arborée style jardin des Tuileries. Sauf que, justement, ce sont des permis de construire. D'accord, on est content de l'avoir pour savoir où vont se placer les différents bâtiments, leur taille et les matériaux utilisés. Ça permet de voir que le pont pour accéder au château d'Arendelle ne sera qu'un décor en volume et que l'entrée réelle se fera par l'arrière du bâtiment, par une entrée jouxtant l'entrée de l'attraction, et ça permet de s'imaginer l'ambiance générale du land, mais on sait à peine ce qu'il va y avoir dans les bâtiments. À moins, justement, de regarder dans les détails ou d'aller lire le texte du permis de construire. Mais là encore, il n'y a rien de révolutionnaire. À un endroit, on voit marqué salle de rencontre C, ce qui veut dire qu'il y aura aussi une A, une B et certainement une D. Mais vu que c'est comme celle qu'il va y avoir dans la zone Marvel, il n'y a pas de quoi s'extasier. De même pour l'attraction, on va avoir une file d'attente normale, une file d'attente fast pass, une file d'attente single rider. Oui, comme pour Ratatouille quoi. Tout ce qui est thématisation intérieure viendra plus tard. Non, pour moi, et je corrige ce que je disais hier, ce n'est pas cette zone-là qui est la plus attendue des fans. Tous espèrent en effet avoir bientôt les permis de construire de la zone neutre dont je parlais au début pour enfin savoir à quoi va ressembler la transition entre le vieux Walt Disney Studios et le nouveau. Bonjour à tous. Disneyland Paris et les services publics vont bientôt signer un avenant à la convention qui les unit pour l'aménagement de la destination touristique et des terrains alentours. Le 9e depuis la convention d'origine en 1987. Ce qu'il faut retenir, c'est la prolongation du délai pendant lequel les terrains destinés à un potentiel 3e parc sont réservés à Disney. Ce délai passe de 2026 à 2036. Mais vous allez voir, c'est plus complexe que ça. Cette échéance pourra faire l'objet d'un nouvel avenant jusqu'à la date à laquelle un seuil d'au moins 22 millions de visiteurs annuels aura été atteint par les deux parcs existants, étant entendu qu'en pareil cas, la réalisation de cette 3e attraction majeure devra être prévue dans un programme détaillé signé au plus tard le 23 mars 2040. Bon, soyons clairs, le grand public s'en fiche de cet avenant, voire même de toute la convention. C'est à la fois un truc purement administratif, voire cadastral, et à la fois purement un truc de fan. C'est bien de savoir qu'elle existe, qu'il y a un échéancier à respecter et en quoi il consiste, mais on va pas aller voir plus loin. Par contre, on peut se demander si la barre des 22 millions de visiteurs annuels est atteignable. C'est tout de même 6 millions de plus par an qu'actuellement. Alors oui, c'est possible, mais il va falloir que Disneyland Paris s'attelle à attirer. On espère que l'extension des Walt Disney Studios sera une première étape. Ils espèrent 18 millions de visiteurs annuels une fois celle-ci terminée, mais ça ne suffira pas. Donc au boulot Disneyland Paris. Personne n'a envie que cette 3e attraction touristique, qui vous l'avez remarqué ne porte plus le nom de parc, ne devienne un projet mort-né. Surtout maintenant que beaucoup, moi le premier, ont des idées sur ce qu'on pourrait faire à cet endroit-là. Quand je pense que j'avais 8 ans à l'ouverture du resort, que j'étais à peine majeur à l'ouverture des studios, et que j'aurai presque 60 ans d'ici là, ça me donne un coup de vieux. Bonjour à tous. Après 15 années à la tête de la Walt Disney Company, Bob Iger quitte ses fonctions et c'est Bob Chapek qui lui succède. Celui-ci est bien connu des fans car il était depuis 2018, date de la création de son poste, responsable de la branche Parks, Experiences and Products. En fait, tout ce qui parlait de Disney en dehors des écrans. En vrai. Et avant cela, depuis 2015, il s'occupait exclusivement des parcs à thème. Et c'est bien là le problème pour les fans. Beaucoup s'accordent à dire qu'il n'était pas un créatif, mais plus un homme de chiffres et de statistiques. On dit aussi que sous son aire, de nombreuses zones de parc, qui étaient jusqu'à présent des trésors d'originalité et de storytelling, sont devenues de vastes nids à licence, parfois un peu rentrés au chausse-pied, simplement parce qu'elles étaient populaires. On pense notamment à Paradise Pier, en Californie, qui figurait un parc d'attractions typique sur une jetée le long du Pacifique, avec montagnes russes, jeux forains ou encore grandes roues, devenu maintenant Pixar Pier suite à l'introduction
des Indestructibles, de Wall-E ou encore de Vice Versa, pour ne citer que ces exemples-là. On lui reproche enfin toutes les coupes budgétaires faites au niveau des futurs projets. Personnellement, je ne dis pas qu'il a fait du mauvais boulot, il faut bien une synergie entre les films, les séries télé et leur présence en vrai dans les parcs ou dans des produits dérivés, mais juste que Disney ce n'est pas que ça, ce n'est pas que des licences juteuses, et au risque de me répéter, c'est un peu ce qui fait peur aux fans. Mais j'attire quand même votre attention sur 3 choses. Bob Iger reste responsable du créatif jusqu'en 2021, Chapek étant le responsable financier. Pour faire simple. On retrouve donc, après renseignement jusqu'à cette date-là, le concept bicéphale des grandes années de l'entreprise, ce qui ne peut pas être mal. Et enfin, au moment où j'enregistre, on n'a pas encore le nom du successeur de Chapek pour la division des parcs. Peut-être sera-t-on surpris. Après tout, c'est pas les créatifs qui manquent chez Disney. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en commentant la vidéo et en la partageant. Les parcs vont bientôt se réveiller, on aura alors beaucoup plus d'infos, donc on se retrouve très rapidement pour en parler. D'ici là, merci pour votre écoute et à très bientôt.